ils sont morts aussi. Ça. Elle est vivante. Tous ses enfants. Elle est décédée, l'enfant vivant. Elle est là. Elle est morte en 2003. Elle est morte 3 jours après cette photo. Et elle, c'est Hélène. Elles sont toutes décédées maintenant. Mais elle n'a même pas 10 kilos. Elle est en phase terminale de... Là, Véronique, elle avait 14 ans, mais elle est morte à 5 kilos. Elle l'a même préparée, je dirais. Quand elle allait mourir, elle savait qu'elle n'allait pas fêter Noël avec nous. C'était en début décembre. Elle dit, ma soeur, elle voulait quand même son tissu pour avoir sa robe. Mais pour moi, c'était pour avoir sa robe, pour mourir, quoi. Donc, on a amené des choix de tissus. Elle-même, elle a choisi son tissu. On a fait sa robe et puis elle est morte le lendemain. Tu n'as pas la photo de ma maman, tu n'as pas la photo de mon papa. Alors, je vais dans les casiers, là, et je vais chercher les photos. De temps en temps, ils disent, ma soeur, est-ce que mon papa ne va pas revenir? Est-ce que maman ne va pas revenir? Chaque enfant a une histoire très différente. De la façon dont le parent a été traité, de la façon dont la personne est morte, de la façon dont il a été rejeté, il a été récupéré, de la façon dont il vit actuellement. C'est vraiment toute une histoire lourde. Sœur Marie-Stella Kwak, j'ai 43 ans. Je suis directrice de l'association Vivre dans l'Espérance et en même temps fondatrice de cette association. Elle a été créée en 1998 et nous avons commencé tout de suite par prendre en charge des enfants et très vite les adultes en même temps. Donc nous suivons à peu près 1450 personnes vivant avec le VIH, dont 125 enfants malades. Nous avons aussi une grosse activité qui concerne les visites à domicile. Donc là, c'est le suivi des malades qui ne peuvent pas venir au centre ou qui sont en phase terminale. Ou le suivi des enfants dans des familles d'accueil. Donc nous prenons en charge au total 1400 orphelins, donc 80 dans les 2 orphelinats et les autres dans les familles d'accueil. Bon là, ce matin, je suis allé à Tami voir un cas qu'on m'a signalé depuis hier. C'est un monsieur qui a 47 ans, qui est malade depuis 2 ans. Là, sa femme soupçonnait que ça pourrait être le VIH. Donc, elle m'a fait appel, je suis allé. J'ai discuté avec le couple et j'ai fait le prélèvement à la dame et au monsieur. Mon résultat maintenant. Donc, on voit 2 points rouges qui sont apparus. Donc, il y a un point au niveau du contrôle qui montre que le test est bon. Et il y a un point qui est apparu au niveau de HIV1. Donc le patient est porteur du VIH1. Quand c'est la femme qui est dépistée en premier, elle n'a pas toujours le courage. 90% des femmes n'ont pas le courage d'aller dire leur sérologie à leur homme. Parce qu'elles risquent de se faire mettre dehors. Donc il faut créer une stratégie pour amener l'homme à faire le test à 2 et maintenant à faire l'annonce à 2. Le préservatif n'est pas bien utilisé en Afrique. C'est que l'homme ne laisse pas le temps qu'on explique. L'homme est le patron, je dirais, dans les rapports sexuels. La femme n'a rien à dire. S'il veut, il met son préservatif. S'il ne veut pas, il ne mettra pas. Et la femme doit être soumise. Là, par exemple, on a des couples discordants. C'est la femme qui est contaminée, par exemple. L'homme n'est pas contaminé. Et la femme est consciente qu'elle ne peut plus faire de rapport sexuel avec son mari sans préservatif parce qu'elle voudrait quand même que le monsieur reste négatif. Mais l'homme ne veut pas. Et quelquefois, ça va jusqu'au viol de la femme. La femme est violée. Parce que je suis une mère trop protectrice. Les gens disent que si tu veux courir la fille de la sœur, il vaut mieux lui donner déjà une grossesse parce que si tu dragues qu'elle le sait, elle va te créer des problèmes. Elle part avec les garçons, son travail est nul. Elle fera une femme soumise au foyer sans avoir rien appris. Alors quand c'est comme ça, on va en justice. Hein. Déjà, elle est mineure, elle est en apprentissage. Mais c'est pas évident. Hein. On est souvent à la police, à la gendarmerie. C'est comme ça qu'on m'appelle le commissaire. Ça peut aller? Ça va les enfants? Ça va? Pour de s'énerver dans son hôtel. Ça fait 3 ans déjà que j'ai planté cet arbre. Et j'ai beau l'arroser en longueur de journée. Il pousse encore moins vite que ma part. Vous faites un arbre, allez! Vous faites un arbre.
Guy fait partie vraiment des premières filles qui a bénéficié de l'association, mais malheureusement qui n'a pas bénéficié des médicaments. Déjà très petite, les parents étant contaminés, ses frères contaminés. En classe déjà, elle était stigmatisée. Il n'y avait personne qui voulait s'asseoir à côté d'elle en classe, mais elle était courageuse. Elle habitait pas loin de l'école. Alors, elle était à l'école, pendant la récréation, elle allait soigner sa maman, elle revenait en classe. Elle allait soigner sa maman et elle revenait en classe. Donc, elle a soigné le papa est décédé. Elle a aidé la maman à soigner sa petite soeur qui est décédée. Et après, elle était la seule grande. Martin et Mado étaient encore petites, à soigner la maman. Mais après les soins de la maman, elle a été épuisée. On l'a placée à l'internat ici, mais elle a succombé, quoi, 5-6 mois après qu'elle a succombé. Mais elle avait déjà 16 ans. Elle a pu vivre avec la maladie sans traitement pendant 16 ans. Donc son histoire, c'est son histoire aussi qui me donnait une force énorme parce que je dis, elle n'avait pas les médicaments, mais la force psychologique que cette petite avait lui permettait de lutter. Alors avant de mourir, elle me dit, tu sais, ma soeur, je sais que je vais partir. Donc de là-haut, je vais prier pour que vous ayez des médicaments pour pouvoir soigner Madeleine le plus longtemps possible, afin de permettre à Martin d'avoir le goût de la vie, parce que c'est la seule personne qui lui reste. Donc ça, c'était très fort, hein, comme témoignage. Et donc à partir de ce moment, je me suis mise aussi à lutter pour trouver les premiers antirétroviraux pour sauver Madeleine. J'aime bien dire que je suis la maman la plus heureuse du monde parce que j'ai plus de 1400 enfants. Alors pour moi, c'est une grande joie. Tous les enfants sont mes enfants, c'est ça. Et maintenant, j'ai des petits-enfants. Donc j'ai 23 petits-enfants déjà. Alors je suis une grand-mère heureuse à 43 ans. J'ai 23 petits-enfants et 1400 enfants.